Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons cette fois nous intéresser à la démarche de validation des acquis issus de l'expérience pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsabilité d'unité d'intervention sociale. Cette vidéo va être un petit peu longue parce que nous allons voir ensemble les différentes étapes de la VAE pour obtenir le CAFERIUS et puis je vous accompagnerai étape par étape pour compléter le livret 2 et développer votre expérience dans ce livret 2. Donc on est ensemble entre, je pense, 20 et 30 minutes. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, mettez-la de côté parce qu'on a vraiment ici un accompagnement complet. Qui je suis pour vous en parler? Je suis Alexandra Sierra, donc j'accompagne les personnes dans un projet professionnel et 90% d'entre eux sont engagés dans une démarche de validation des acquis par l'expérience. Il faut savoir aujourd'hui que 50% des personnes que j'accompagne sont engagées dans l'obtention d'un diplôme dans le domaine social, donc que ce soit éducateur, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, moniteur éducateur. Voilà, je commence malgré moi à me spécialiser dans le domaine social, donc c'est forcément un domaine que je connais bien et que je connais, je dirais même, de mieux en mieux. Donc, j'ai condensé aujourd'hui le meilleur de ce que je peux voir dans les livrets 2 et dans notamment les personnes qui ont validé leur diplôme. Et je vous en propose ici une synthèse, un guide. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous proposerai également des ressources pour aller plus loin, des ressources gratuites, offertes, en accès libre pour certaines, pour aller plus loin dans l'analyse et le développement de votre expérience que demande aujourd'hui la VAE et qui est un attendu dans la rédaction du livret 2. Alors, on va démarrer tout de suite par les prérequis pour obtenir cette fameuse certification, ce fameux certificat. Donc, vous le savez, dans une démarche de VAE, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous devez avoir 1607 heures d'expérience, donc ce qui équivaut à une année, en lien avec le référentiel des compétences de la certification. Alors, ça peut être des activités salariées, ça peut être des activités non salariées, ça peut être du bénévolat dans certaines fonctions. Vous devez toujours justifier au travers de pièces justificatives qui vous seront demandées dans le premier dossier de recevabilité de l'expérience que vous allez présenter en lien avec le référentiel de cette certification. L'organisme certificateur, c'est l'ASP. Donc vous pouvez les contacter sur l'adresse et sur le site que je vous ai mentionné ici et vous tomberez donc sur cette page qui vous proposera 5 onglets, 3 qui sont extrêmement intéressants. Le premier qui est un descriptif métier où là on va vraiment vous présenter le métier qui est en lien avec cette certification. Donc l'idée c'est de retrouver aujourd'hui les missions et les activités que vous exercez pour valider ce certificat. Ici, vous aurez ensuite le référentiel d'activité. Alors, ce n'est pas là-dessus que vous allez être jugé. Néanmoins, ça vous permet déjà de présélectionner et d'avoir une idée des compétences que vous allez développer dans votre livret 2. On retrouvera ensuite le référentiel de compétences avec les 6 domaines des compétences sur lesquels vous allez être évolué. Je vous les présenterai, ne vous inquiétez pas, un peu plus tard pour qu'on les dissèque ensemble, qu'on les comprenne, qu'on les digère et qu'on fasse ensuite ce travail de sélection dans votre expérience. Les conditions de recevabilité, elles sont celles que je vous ai présentées, c'est-à-dire 1607 heures d'expérience, et puis une rubrique téléchargement où là, vous allez pouvoir télécharger votre livret 1, votre livret 2. Le livret 1 peut se compléter directement sur le site de l'ASP de façon dématérialisée et vous pouvez charger les pièces justificatives qui vous sont demandées. Le livret 2, en revanche, se fait sous format informatique, donc vous avez une version Word et puis une version PDF, où là, vous allez devoir le compléter en plusieurs exemplaires pour ensuite le renvoyer par courrier à l'ASP une fois que vous aurez terminé. La VAE, elle se fait en 3 étapes. La première étape, je vous le disais, c'est le livret 1, ce qu'on appelle le dossier de recevabilité, qui est disponible en version démat, où là, vous allez compléter les expériences significatives de votre parcours professionnel qui sont en lien direct avec la certification, donc avec le CAFERIUS. Vous allez également joindre les documents demandés. Alors souvent, ce sont les certificats de travail ou les bulletins de salaire ou une attestation employeur que vous faites compléter à votre employeur pour justifier évidemment de ce que vous allez mettre en avant et pour que ensuite vous obteniez un avis de recevabilité. Au vu de ce que vous allez renseigner dans ce livret, vous allez être jugé recevable ou vous allez recevoir un avis de non-recevabilité, donc un refus. On va partir du principe que vous présentez des expériences qui sont satisfaisantes et donc vous allez accéder au livret 2.
Le livret 2, c'est la partie qui va vous prendre le plus de temps. 6 mois, 8 mois, 1 an, parfois. Ça dépend vraiment du temps que vous avez de disponible à côté de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle pour développer votre expérience, pardon, sans S, pour également mener l'analyse qui va être demandée dans votre livret, donc l'analyse de votre pratique professionnelle, et puis pour apporter des références en lien avec votre domaine d'activité, des références littéraires, des références qui viendront conforter votre prise de décision, votre fonction managériale. On va vraiment essayer d'étoffer vos choix tout au long du développement de votre expérience pour conforter aujourd'hui votre expertise et la rattacher à des concepts et des théories qui sont avérés dans votre domaine d'activité. Une fois que vous aurez rédigé votre livret 2, vous allez ensuite l'envoyer à l'ASP, comme je vous le disais précédemment, et vous accéderez à un entretien avec le jury. Cet entretien n'a pas vocation à représenter votre dossier de VAE, puisque le jury aura déjà pris connaissance de votre expérience et puis aura fait un travail préparatoire et aura préparé évidemment des questions. Donc l'idée, c'est plutôt de le concevoir comme un échange entre professionnels. Le jury sera composé d'ailleurs de professionnels et d'enseignants. Donc vous allez assurer dans un premier temps une présentation personnelle de votre parcours, de votre parcours de formation, pourquoi pas, pourquoi vous entamez une démarche de VAE. Ça sera à vous de trouver la bonne formule et la bonne formulation pour vous présenter. Et puis, dans un second temps, vous vous prêterez à un jeu de questions-réponses avec le jury, où là, eh bien, tout simplement, ils vont vous poser des questions sur vos choix d'expérience, sur votre parcours. Parfois, ça dépend vraiment de ce que vous avez développé dans votre livret 2, sur les références que vous avez insérées, sur les lois que vous avez citées. Dieu sait qu'il y en a dans le domaine social. Donc, il faut vraiment être au point là-dessus pour ensuite être en capacité de répondre au jury. Voilà les 3 étapes et voilà les 3 phases qui vont composer votre démarche de VAE. Je vous propose maintenant d'accéder directement au livret 2. Le livret 1 étant assez facile à compléter, je ne propose pas d'accompagnement là-dessus dans cette vidéo. Néanmoins, si vous en avez besoin, sachez que le guide que je mettrai à votre disposition en fin de vidéo vous propose un accompagnement pas à pas dans la rédaction et dans le fait de compléter ce livret 1. Donc, si vous avez quelques questions là-dessus, je vous invite à patienter et puis à consulter ce guide en fin de vidéo. On va démarrer tout de suite par votre cadre d'intervention. Alors, pour être synthétique, il y a en réalité 2 parties dans votre livret. Il y a la première partie qui va concerner votre cadre d'intervention. Donc là, on va vraiment faire un zoom sur votre fonction, le domaine d'activité dans lequel vous êtes, votre structure, le public avec lequel vous travaillez, et puis ensuite le développement d'expériences et de vos expériences qui là vont amener à une réflexion et une analyse qui sera totalement différente. Donc on y va pour la première partie de ce livret 2, pardon. Alors, votre emploi et votre structure. Là-dessus, il n'y a rien de difficile. On vous demande simplement de compléter les éléments concernant votre structure et la nature de votre contrat. Rien de difficile. L'environnement institutionnel de votre structure, ce que je vous propose là, c'est une trame. Alors, vous prenez, vous laissez, ça c'est à vous de voir, mais je trouve que ça marche plutôt bien et que ça permet de balayer quand même pas mal de choses et de présenter aussi les acteurs principaux de votre environnement professionnel. Donc, vous pouvez présenter de façon générale votre structure, associer ici directement un cadre légal à votre action, peut-être une loi concernant la protection de l'enfance, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'accueil des personnes âgées dépendantes. Là, ça dépend vraiment du public avec lequel vous travaillez et de votre structure. Vous pouvez également, et ça plaît généralement, de présenter l'organisation hiérarchique de votre groupe, si c'est une association ou pas, si c'est un siège, si elle dépend d'un conseil d'administration, quel est le rôle de chacun, quel est le mode d'élection et la durée du mandat pour chaque personne. Si vous pouvez présenter un organigramme, c'est beaucoup plus complet, c'est plus visuel et ça permet aux personnes qui vont lire votre livret 2 d'avoir tout de suite une lecture transverse et visuelle de votre organisation. Vous pouvez également préciser tout de suite votre place dans cette organisation ou attendre un peu plus loin, ça c'est à vous de voir. Ce que je vous propose également ensuite, c'est de présenter les partenaires de votre association et leur mission. On va retrouver généralement l'ARS, le conseil départemental, la CAF, mais il y a peut-être d'autres partenaires qui viennent vous aider. Les partenaires de la santé,
la description des postes et puis rapidement leur mission, les partenaires de loisirs, de culture et de sport, ce qu'on va appeler ici l'ordonnateur, donc qui est à l'origine de la commande sociale, et comment va ensuite s'organiser cette commande sociale, et puis faire un zoom rapidement également sur les financeurs. Ensuite, on va vous demander de zoomer un peu plus sur votre structure. Donc ici, ce qui peut être intéressant, alors surtout si c'est une association, et c'est très agréable à lire, d'ailleurs quand on lit les livrets d'eux, c'est de présenter l'histoire de votre structure. Pourquoi, si c'est une association, elle s'est créée, oui, sous quelle forme, quelle vocation et quelle mission elle avait lors de sa création, et comment ces missions ont évolué pour arriver aujourd'hui à vos missions actuelles. Rappelez-y, si vous le souhaitez, le cadre légal qui encadre vos missions, votre établissement, est-ce qu'il dépend d'une direction, d'un siège, d'un territoire? Ça, on s'était questionné sur la diapo d'avant sur ce sujet. Quel est le contexte législatif, les lois, les textes relatifs qui encadrent la structure et le fonctionnement de votre établissement? Est-ce qu'il y a la présence de circulaires également? Et puis présenter évidemment une synthèse de ces lois, de ces textes et de ces circulaires, et présenter également votre structure, le fonctionnement, l'équipe, le groupe d'enfants, combien de personnes sont sous votre responsabilité, comment tout ça s'articule. Ici, ça peut être également intéressant, si vous le souhaitez, de présenter un organigramme. On va en venir à votre position dans cette structure. Donc là, on va voir votre poste, votre équipe, votre niveau de responsabilité, votre champ d'intervention et les missions principales et responsabilités qui vont vous être confiées, oui, et qui vont animer quotidiennement votre journée, votre activité, etc. J'en arrive à vos activités. Donc ici, c'est un tableau. Alors, l'exercice est un peu difficile parce que une journée ne fait pas l'autre. Donc, surtout quand on manage une équipe, on gère parfois les urgences, parfois on gère d'autres choses. Alors, même si on a un rythme et on a parfois des réunions ou des choses qui viennent cadencer nos journées et nos semaines, vous pouvez toujours tempérer dans la partie commentaire en mettant que vous avez essayé ici de produire une semaine type ou une journée type de votre activité, mais que évidemment une journée ne fait pas l'autre et que entre le management, la gestion de projet, la gestion de partenariat, la gestion des urgences, etc., c'est difficile pour vous de peindre une journée type. Néanmoins, vous vous êtes prêté à l'exercice. Et puis on va terminer par le public avec lequel vous travaillez. Donc le public, l'agrément dont vous disposez, le nombre de personnes maximum que vous pouvez accueillir dans votre structure. Si vous pouvez joindre une carte des établissements spécialisés de votre département, ça peut être vraiment intéressant. D'apporter également une définition sur le public accueilli, la déficience, peut-être le handicap, quel type de handicap, etc. Dégager les principales problématiques. Et forcément, ça va nourrir ensuite le développement de votre expérience. Et puis présenter, si vous le pouvez également, la procédure d'admission de votre établissement pour comprendre comment une personne aujourd'hui arrive dans votre établissement et quel chemin, quelque part, elle a parcouru pour arriver dans votre établissement. Et là, on va arriver à ce qui va vous prendre le plus de temps parce que la première partie est appelle plutôt à une organisation de vos idées dans la présentation de votre structure, votre place, etc. Là, on est vraiment dans le développement de situations de travail qui vont faire que vous allez demain valider ou pas votre diplôme. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre ensemble le référentiel du diplôme avec les 6 domaines de compétences attendus, et ensuite on va comprendre comment on va sélectionner son expérience pour répondre et cocher toutes les cases de ce référentiel de compétences. On démarre avec le référentiel des compétences. Donc le premier domaine de compétences qu'on va retrouver, c'est la conception et la conduite de projets d'unité ou de service dans le cadre du projet institutionnel. À chaque fois, je vous ai synthétisé les compétences attendues. L'idée, c'est de prémâcher un peu le travail et surtout de synthétiser ce qu'on attend de vous pour que vous puissiez tout de suite coller l'attendu à votre expérience et que vos expériences et les missions, les activités que vous avez menées, tout de suite vous viennent à l'esprit et commencer à cheminer et à mettre de côté justement ces expériences que vous aurez identifiées et que vous jugerez compatibles et en cohérence avec le référentiel. Donc dans ce premier domaine de compétences, il y a 2 niveaux. Il y a la notion de projet. Il y aura forcément une définition à apporter à ce projet institutionnel, une définition
que je vous recommande ensuite d'étayer par, la référence, par des références théoriques ou des références littéraires, que vous irez chercher dans différents livres en lien avec votre domaine d'activité. Donc il y a 2 volets dans ce projet institutionnel. La conception du projet et des différents jalons qui le composent, donc l'élaboration, le diagnostic, le fait de suivre ce projet, de l'évaluer et d'en tirer un bilan pour demain modifier certaines choses, certains process, certaines procédures, etc. Et puis, il y a également le projet en lui-même et votre engagement dans ce projet. Comment aujourd'hui vous comprenez et vous identifiez les procédures, les droits du public bénéficiaire du projet, les préventions et l'évaluation des risques, le parcours de prise en charge, etc. Quelle vision aujourd'hui globale vous avez, synthétique, vous avez de votre engagement dans ce projet? Comment vous fonctionnez, ni plus ni moins. Je pense que ça, si je peux vous donner un conseil, ça fera l'objet d'une seule et même expérience, le fait de présenter justement cette conception et cette conduite de projet. Donc vous pouvez le sélectionner pour une expérience en sachant que derrière, ça va légitimement lier 2 autres DC que sont l'expertise, donc le DC2 et le management, le DC3. C'est justement les 2 domaines qu'on va voir maintenant. Le DC2, donc là, ici, vous allez présenter essentiellement votre expertise, donc le fait de mettre en perspective les fondements et les grandes orientations des politiques sociales, l'organisation politique, juridique et administrative. Là, on parle ni plus ni moins de votre connaissance du fonctionnement institutionnel et comment vous utilisez cette expertise pour l'utiliser dans le quotidien et dans votre management opérationnel, ni plus ni moins. Développer également une expertise sectorielle en s'appuyant sur les connaissances générales, dispositifs, modalités de prise en charge et financement, c'est-à-dire qu'au niveau local, dans votre structure, comment cette connaissance se traduit aujourd'hui dans votre quotidien, comment vous fonctionnez avec les ARS, comment vous fonctionnez avec la MDPH, comment vous fonctionnez avec l'éducation, avec le milieu pédagogique, les écoles, etc., notamment dans la conclusion de partenariat. Ça, forcément, ça peut aider également. Le fait d'apporter un appui technique aux intervenants en référence aux cultures et aux pratiques professionnelles, aux problématiques liées et à l'éthique et à la déontologie, ça, ce sera 2 notions à définir et sur lesquelles, évidemment, il faudra aussi apporter un peu de références théoriques. Appréhender les besoins des publics en s'appuyant sur des méthodes de diagnostic appropriées à un territoire, à un secteur d'intervention et à une catégorie de public bien définie. Ensuite, on en arrive au 3e volet. Alors, ce volet-là est très, très important. Je l'ai évidemment synthétisé en deux aspects. Le management des ressources humaines, c'est-à-dire comment aujourd'hui vous animez et vous motivez votre équipe, comment vous développez ses compétences, comment vous identifiez les besoins en formation et vous mettez en face ces formations, de quel budget vous disposez, comment vous les accompagnez au quotidien. Donc là, on est vraiment dans votre rôle de management des personnes, de l'humain. Et puis le management de votre activité au sein de votre structure et le suivi des différents indicateurs budget. Comment vous fonctionnez? Là, on est vraiment dans le cœur de votre métier de responsable, d'encadrant. Comment aujourd'hui vous pilotez votre activité? Quels indicateurs? Quel suivi? Quels outils? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faciliter d'ailleurs ce management de votre activité et le pilotage de votre activité au sein de votre structure? On passe maintenant aux 3 autres domaines de compétences. Là, on est plutôt sur des compétences transverses, donc c'est-à-dire que ces 3 compétences-là, vous pouvez tout à fait les intégrer dans des expériences que vous allez développer avec les autres domaines de compétences. Et d'ailleurs, vous le verrez, quand on développe son expérience, on ne développe pas qu'un bloc de compétences. Donc, il y a vraiment toute une compréhension à avoir de ce référentiel de compétences pour demain choisir vraiment des expériences qui sont complètes et qui vous permettront de développer toutes ces notions en une fois, tout simplement. Donc là, sur le 4e domaine de compétences qu'on attend de vous, c'est d'expliquer comment vous organisez votre travail, comment vous gérez cet aspect administratif et budgétaire de votre unité ou de votre service ou de votre structure. Il s'agit de connaître évidemment les spécificités propres aux différents statuts des personnes morales dans votre structure, et avec lesquels vous travaillez, donc vous assurez l'organisation du travail, le suivi de la gestion administrative de l'unité, comment vous élaborez des plannings, par exemple, comment vous présentez et comment vous gérez un budget de votre unité, quels sont vos objectifs, comment vous les séquencez, peut-être mensuellement, hebdomadairement, au trimestre, tout ça, il faut vraiment expliquer, avoir une vue macro de votre activité pour demain être en capacité de l'expliquer et de la développer. Ensuite, on va s'intéresser au DC5 qui est la communication
Donc, le fait de communiquer avec vos équipes, mais également avec l'externe, comment vous gérez les partenariats de façon transverse, puisque en règle générale, les partenariats sont conclus par les éducateurs spécialisés, mais pour autant, vous les validez à votre niveau. Donc, comment vous gérez cette partie-là? Comment vous assurez la communication interne, ascendante et descendante? Est-ce que vous réalisez des réunions? Est-ce que vous réalisez des points hebdo? Est-ce que vous communiquez parfois par mail? Comment vous fonctionnez? Vous pouvez tout à fait utiliser ensuite des outils que vous utilisez pour les mettre en annexe et en preuve par rapport à ces activités. Comment vous proposez, comment vous négociez, comment vous décidez, comment vous utilisez les techniques de communication, comment vous êtes persuasif, comment vous conciliez certaines choses, comment vous vous positionnez en tant que responsable. Donc là, on est vraiment aussi, on lit forcément le DC4, le DC3, pardon, qui est le management. Ensuite, on va arriver sur l'évaluation et le développement de la qualité. Donc là, on est vraiment dans une démarche de qualité, une démarche transversale. Comment vous évaluez le projet, l'organisation et le fonctionnement, les résultats et les prestations de l'action des intervenants? C'est-à-dire que vous objectivez votre structure sur un certain nombre d'aspects qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Et ensuite, vous allez évaluer tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas. Et bien, ce qu'on attend de vous ici, ni plus ni moins, c'est de comprendre comment vous évaluez ces choses, comment ensuite vous mettez en place des améliorations, donc être en processus d'amélioration continue quelque part, comment vous évaluez, comment vous apportez des solutions correctrices aux écarts qui pourraient être constatés demain dans votre fonction. Et puis comment vous assurez et vous développez de la qualité du service rendu à l'usager. Comment vous la qualifiez, tout simplement. Une fois qu'on a vu ces 6 domaines de compétences, alors repassez-vous la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour digérer ces 6 domaines de compétences. Là, évidemment, je les ai synthétisés et ne vous inquiétez pas, j'ai prévu un peu plus de choses derrière pour vous aider davantage. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a fait ce premier travail de référencement et de compréhension du référentiel des compétences, on va ensuite faire des recherches dans votre parcours professionnel. C'est-à-dire que face à ça, qu'est-ce qu'on met en face comme expérience et comme mission et activité que vous réalisez au quotidien pour développer un maximum de choses dans ces domaines de compétences. Et puis, une fois qu'on a ces expériences et ces missions, comment on analyse sa pratique professionnelle? Comment on prend du recul? Comment on juge que les choix qu'on a opérés à certains moments de sa vie professionnelle sont bons? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Quand vous avez échoué, et l'échec est normal dans une vie professionnelle, il ne s'agit pas de le cacher, il s'agit simplement de l'utiliser pour demain ne plus refaire les mêmes erreurs et être dans ce processus d'amélioration continue, surtout quand on est manager. On pilote, on essaye des choses, certaines choses fonctionnent, d'autres pas. On gère aussi, on manage des personnes qui ont des émotions, donc tout ça, la gestion de conflits, la gestion du stress dans une équipe, la gestion du changement, la conduite du changement, l'accompagnement, c'est vraiment des notions que vous allez pouvoir développer dans votre livret 2 et qui sont quelque part un attendu pour obtenir cette certification. Et puis vous allez aller lire, vous allez aller consulter ce qu'on dit des auteurs-chercheurs, ça peut être aussi des enseignants-chercheurs. N'hésitez pas à consulter des thèses, n'hésitez pas à aller vraiment consulter des choses qui vont élever votre réflexion et qui vont vous faire prendre du recul et qui vont vous aider quelque part dans l'analyse de votre pratique professionnelle à aller confronter votre expérience à ce que dit la littérature et à aller également dialoguer avec les auteurs au travers de votre expérience et au travers de votre écrit. Voilà ce que vous avez à faire. Je vous avais dans la description de cette vidéo, donc dans la petite flèche juste en dessous de cette vidéo, vous avez un accès à un guide complet par rapport à cette certification que j'ai réalisée qui est sur mon site en accès libre, donc n'hésitez pas à aller le consulter pour aller plus loin. Et puis vous avez également des vidéos privées à télécharger où là vous aurez à chaque fois un accompagnement sur le référentiel des activités, le référentiel des compétences, l'analyse de votre expérience, comment on rédige son expérience avec des ressources complémentaires pour chaque vidéo privée. Ça va avec l'accompagnement que je propose sur YouTube, donc c'est vraiment pour vous aider, c'est offert de bon cœur et j'ai à cœur en tant qu'accompagnatrice que chacun puisse réussir à son niveau, qu'il soit accompagné ou pas, ou qu'il ait en tout cas un premier niveau d'information pour réussir et mener à bien cette démarche. Et si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, vous avez les programmes d'accompagnement que je propose évidemment dans la description de cette vidéo.
Je vous souhaite évidemment une très belle démarche. J'ai pris plaisir en tout cas à vous accompagner pendant cette petite demi-heure sur cette certification. Je vous souhaite de réussir et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.